Rouler en France dans une voiture modifiée, sujet tabou. Tout le monde croit savoir, mais personne n'est vraiment d'accord. Le mois dernier, j'ai lancé le débat dans une vidéo qui a explosé, déclenchant une tempête de réactions indignées. Alors aujourd'hui, on va plus loin. Assureurs, avocats et experts agréés vont briser les idées reçues et donner des réponses claires. Moi, c'est Alex Wagner, bienvenue dans l'Ingénieur Décrypte. Et attention, certaines révélations risquent de vraiment vous surprendre. Ah, et pour éviter le bazar de la dernière fois, si vous voulez vraiment commenter sans savoir ou sans même avoir vu la vidéo, s'il vous plaît, allez faire du bruit ailleurs. Ici, on veut des faits. Avant de plonger dans le vif du sujet, je vous montre un exemple qui pique. Je vais vous montrer le rapport de vérification de la Porsche 993 coursifiée avec laquelle en 2013, je roulais sur la voie publique dûment assurée. Et oui, vous allez découvrir plus tard dans la vidéo comment c'est possible de déclarer un tel engin de guerre à son assureur sans se faire jeter. Alors je rentre le numéro de châssis, j'ajoute mon code promo 1G pour avoir moins 20% et hop, rapport téléchargé. Alors on voit que tout est au vert, sauf l'indicateur de dommage. Pas moins de 4 sinistres dans l'historique, dont un gros carton estimé entre 20 et 30 000 euros de réparation. Alors c'est là que Car Vertical est indispensable, parce que taper un peu pour une voiture de course c'est normal, mais au moins on le sait, on peut inspecter minutieusement les réparations, et surtout on peut négocier et payer la voiture à son juste prix. Perso, je regarde jamais une voiture sans sortir son rapport Car Vertical. Alors si vous aussi vous voulez faire parler le passé des voitures, vous avez mon code 1G pour avoir moins 20%. Merci à Car Vertical de soutenir la vidéo, et maintenant retour à notre sujet. En France, une voiture de route doit rester conforme à son homologation. Maître Dehan, peut-on rouler en France avec une voiture modifiée? En fait, moi, je déconseille bien évidemment de produire un véhicule modifié, parce que tout changement qui a été fait à un véhicule doit être déclaré à l'administration. Donc attention, la moindre modification substantielle, et retenez bien ce terme, hélas un peu trop flou, vous oblige théoriquement à passer une réception à titre isolé. Problème, cette procédure n'est pas adaptée aux voitures modifiées. On verra pourquoi dans un moment. Résultat, sans RTI, votre voiture devient juridiquement non conforme, ce qui n'est pas sans conséquence. Alors, Maître Yoska, quels sont les risques et conséquences exactement de rouler avec une voiture qui ne serait plus conforme à sa carte grise? Les risques et conséquences sont doubles. À la fois, le policier qui se rendrait compte éventuellement qu'il y a une modification substantielle pourrait éventuellement immobiliser le véhicule et vous demander de faire les modifications en sens inverse. Soit la conséquence ultime, c'est en matière d'accident, si il y a une modification qui est beaucoup trop importante, éventuellement l'assurance pourrait ne pas fonctionner. La dernière fois, certains m'ont reproché d'avoir traité ces risques à la légère. Comme Matt UH3MG, tu es en plein déni. Tu veux pas comprendre que si tu tues quelqu'un, c'est toi qui payes de ta poche à vie. Tu vas rembourser jusqu'à ton décès. Arrête de faire croire aux gens qu'ils sont couverts. Ils se ruineront à cause de conseils pareils. Et vous savez quoi? Ils avaient raison. Alors accrochez-vous, parce que cette fois, je vais pas arrondir les angles. Mais les modifications, c'est vraiment un casse-tête effroyable qui, la plupart du temps, va faire plaisir qu'à des gamins en manque de sensations, mais qui risque d'emporter le reste de leur vie. Quand il arrive un pépin, on peut se retrouver avec une exclusion complète de garantie. Et alors là, le problème, c'est que c'est dramatique, parce que s'il y a un préjudice corporel, des personnes qui sont blessées ou autres, on se retrouve à payer directement des sommes qui peuvent être monstrueuses sur des années. Et justement, sous ma dernière vidéo, plusieurs témoignages marquants sont apparus et certains font froid dans le dos, comme celui de Boston 3317. J'ai le cas d'un gars dans mon entourage, un grave accident corporel, forcément, expertise. Au début, c'est la monte des pneus, puis ensuite le reste. Voiture non conforme, 250 000 euros à payer. À un moment, le type remboursait 550 euros par mois. C'était il y a plus de 20 ans. Le gars finira jamais de rembourser. Il doit avoir autour de 50 ans. Il vit chez sa mère. Il a jamais pu se projeter dans la vie. Pas de femme, pas d'enfant. S'il touche 3 sous d'héritage, tout va y passer. Une vie misérable pour une histoire de Clio 16S avec des pièces groupe A. Je termine avec Harry Serre Suez. J'en connais un avec une Seat trafiquée qui a tapé des étudiants à la sortie d'une université. 2 décès.
L'expert a déclaré l'auto non conforme et l'assurance s'est défaussée de ses responsabilités. Il a fait de la tôle et paiera jusqu'à la fin de ses jours. Et ne croyez pas que ça n'arrive qu'aux autres, la prochaine fois, ça pourrait être vous au volant. Alors à ce stade, certains voudraient sans doute que j'arrête la vidéo là. Comme Quentin Freboeuf 6405, tu fais prendre des risques aux autres et ça, tu t'en fous. Faire des vidéos, c'est influencer, alors assume. Oui, t'es irresponsable et c'est tout. Sinon, va aux USA ou en Angleterre. Ou Vincent Marinelli 2935, en France, on peut changer de genre et se faire couper le sgeg avec l'argent de la sécu, mais on peut pas changer son échappement. On a José Q3 Feu, blablabla, c'est illégal, point barre, avec des si on coupe du bois, le jour où tu cartonnes grave, tu verras bien. On termine avec Philippe Lebel, tout ce qui n'est pas permis est interdit, et il n'est que permis de se taire. Eh ben non Philippe, je vais pas me taire, parce que ce genre de raccourci simpliste, c'est exactement ce qui empoisonne le débat. En réalité, c'est que le sujet des voitures modifiées est bien plus subtil et nuancé qu'on le croit. Et d'ailleurs, chez les assureurs, avocats et experts que j'ai interrogés, une phrase revient en boucle, au cas par cas. En matière de modification technique, Maître Dehan, on peut retenir qu'il n'y a pas de règle binaire qui soit c'est toujours comme ci ou c'est jamais comme ça. Ça va être au cas par cas selon la situation. Exactement, au cas d'espèce. Ouais, cas d'espèce. Ça va vraiment être du cas par cas. Ça va être à l'audience. On va vous demander des papiers, on va vous demander si vous avez fait une modification. Ça peut varier d'un magistrat à l'autre. Derrière, il y a toujours les circonstances de l'espèce. Ça dépend des dossiers, ça dépend des circonstances, ça dépend de ce qui s'est passé. Donc ça peut varier. Ça va vraiment être au cas par cas dans ce type de situation. Ça dépend clairement des assureurs et de la typologie de l'accident. C'est une appréciation au cas par cas. Voilà. Jamais une affaire est établie d'avance. Alors c'est ça qu'on va décortiquer ensemble, ces fameux cas par cas qui dépendent de la situation et du véhicule. Et surtout, comme je vous l'expliquais, au cas par cas. Le juge il va juger en fonction du cas d'espèce, en fonction de la modification qui a lieu, en fonction de l'accident qui a lieu, en fonction du dommage qui a lieu, et du lien qu'il pourra avoir avec une expertise qui pourra être provoquée par le juge. Pour autant, quand on parle de voitures modifiées, il faut comprendre qu'il existe deux risques bien distincts. D'un côté, le volet civil, lié à votre contrat d'assurance. De l'autre côté, le volet pénal, qui relève carrément de l'ordre public. Mais avant de décortiquer tout ça, prenons un peu de recul. Parce que payer toute sa vie après un accident, c'est terrible, mais certaines pratiques automobiles exposent, elles, carrément à un risque de mort. Exemple, rouler dans une voiture un peu ancienne. Regardez ce crash test entre une Nissan des années 90 et une Nissan moderne. Alors sérieusement, dans laquelle des deux vous préféreriez avoir un choc frontal? Édifiant, non? Et pourtant, quand je prends le volant d'une caisse des années 90 dans une vidéo, silence radio. Il n'y a aucun tonton Turbo 69 pour hurler « Alex, toi l'ingénieur, comment oses-tu glorifier ces cercueils roulants ?» Et les motards alors? Des inconscients qui roulent à découvert au mépris total du risque de se satelliser sur la première plaque de gasoil. Non, là, tout le monde trouve ça normal. Parce que voilà la vérité, rouler en ancienne ou faire de la moto, c'est objectivement risqué. Mais ça choque personne. Pourquoi? Parce que ce risque-là a été digéré socialement. Au final, c'est pas le danger réel qui suscite l'indignation, c'est la perception de transgression d'une norme sociale. Alors vous allez me dire, oui mais Alex, ça n'a rien à voir, parce que rouler en ancienne ou à moto, c'est pas illégal. Comme par exemple, Acme Ringtone, modifier sa voiture, c'est juste illégal, point barre. Alors oui, dépasser les 130 sur autoroute aussi, c'est juste illégal, point barre. Sauf que là, en plus, c'est potentiellement mortel, non seulement pour vous, mais pour les autres aussi. La vérité, c'est que certains comportements illégaux sont tellement répandus qu'ils sont devenus banals. Prenez l'excès de vitesse, tout le monde sait que c'est interdit, et pourtant, c'est discuté librement. Dans la presse auto, sur les blogs, entre potes, on parle d'amendes, de points, des types de radars, et même des applications GPS qui signalent les zones de danger. Bel euphémisme pour dire « attention, radar à 500 mètres ». Bref, la transgression d'une loi, c'est pas seulement une question de code juridique, c'est aussi une question de perception, de culture et surtout d'habitude. Alors pourquoi toutes ces réactions braquées?
Le mécanisme est simple. Quand quelqu'un voit une autre personne prendre un risque qu'eux-mêmes n'auraient pas osé considérer, ça crée en eux une dissonance cognitive. En gros, ils se sont confrontés à leurs propres peurs et à leurs propres limites. Résultat, agacement, hostilité et projection de leur propre inconfort sur celui qui ose. C'est aussi lié au conformisme. Si vous donnez l'impression de bousculer les règles ou de minimiser un risque perçu comme énorme, certains peuvent devenir défensifs et sortir une sorte de bouclier moral. Et ça donne des commentaires épiques. Stéphane Millien, 4828, ce mec est cinglé. Ducateri, 8024, faut être vraiment consanguin pour faire des trucs pareils. Achète une BMW d'origine, c'est largement suffisant. Ou Eric Soleas, 2385, belle image des ingénieurs, tu bafoues la loi. Achète une voiture de course et va sur circuit, mais arrête de montrer aux autres un exemple de merde. Les lois se respectent pour le bien de tous. Ou Phil W1N, êtes-vous vraiment ingénieur avec 2 sous de jugeote? Rouler avec vos enfants dans une voiture pareille, c'est hallucinant. J'espère que les autorités regardent vos vidéos et s'occupent de vous avant qu'il y ait un drame. J'espère que des spécialistes verront vos vidéos et déposeront des plaintes pour incitation à enfreindre la loi et mise en danger de la vie d'autrui. Boston, 3317, encore lui. La vidéo la plus délirante et ubuesque de l'année. Je ne vous connais pas et je ne vais plus jamais regarder une de vos vidéos, mais là, bravo, l'ingénieur, c'est un sans faute. En France, le seul truc que tu peux modifier, c'est l'autoradio, point. Et enfin, Xerio 4, banaliser la délinquance routière, c'est pas bien. Moi, jamais je me gare en double fil, jamais je fais d'entorse au code. Mettez vos clignotants, respectez vos distances, ne faites pas les cons. Voyez le tableau ? Indignation maximale, posture de vertu, condamnation publique. Bref, la psychologie du scandalisé, c'est à ça que ça ressemble. Et dans les commentaires, évidemment, il y a aussi le camp inverse, ceux qui regardent les indignés et se marrent. Il y a Mororaf 6046 qui dit « Belle concentration de moutons dans les commentaires, on se croirait sur le forum Caradisiaque. Quelle catastrophe !» Ou Mathieu Pianetti 9949, les gens qui te rappellent la loi, c'est l'avant-garde des fascistes. Ça a toujours été comme ça, que mes mots les abîment. Et peut-être le plus acide, Andreas Schank 3898, putain, la quantité de petites mijaurées dans les commentaires, ça dégouline la frustration. Je trouve ça typiquement français, ce tic de voir toujours le pire, se prétendre conforme à la loi en toutes circonstances, mais à la fois sur d'autres sujets et circonstances, avoir un esprit pseudo-contradictoire, rebelle, révolutionnaire. Toutes ces personnes n'ont évidemment jamais pris la voiture et dépassé la vitesse limite d'1 km/h. Jamais ces personnes n'ont conduit sous influence. En fait, tous ces gens n'ont de toute leur vie jamais rien fait qui puisse leur être éventuellement reproché en cas de ce sempiternel accident auto avec dommages corporels. Tous ces parfaits petits soldats obéissant aux lois sacrées de leur pays natal, j'en ai presque la larme à l'œil. La vie elle-même est une gestion de risques, les amis. Un conseil, réfléchissez, agissez en bon père de famille, mais vivez. Alors on a donc 2 camps. On a les chevaliers blancs du code de la route et les snipers qui les traitent de rageux et gris. Et moi là-dedans, j'aime penser qu'il y a une place pour un décryptage nuancé, même sur YouTube. Alors sans plus tarder, rentrons dans le vif, le sujet des voitures modifiées, décrypté avec l'aide d'assureurs, d'avocats et d'experts agréés. Alors on le sait tous, un petit accrochage sans gravité, c'est souvent du domaine du pas vu, pas pris. Mais le vrai sujet, le seul qui compte vraiment, c'est l'accident grave, celui avec du dommage corporel. Celui qu'on n'imagine jamais, mais qui, hélas, arrive plus souvent qu'on ne le pense. Et là, fini la légèreté, parce que les conséquences peuvent être dramatiques. Il y aurait une expertise, c'est l'expertise qui dira à l'assureur et demande une expertise. Alors on pourrait croire que le problème se limite à celui de l'assurance. C'est principalement s'il arrive un événement sur la route, c'est surtout sur les questions d'assurance et de réparation si on a un sinistre. Et là, impossible d'y échapper, vous avez été nombreux à sortir le même refrain. Comme CED 3098, le but premier d'une assurance, c'est de trouver tous les moyens pour ne pas payer.
Giron 204. Toute modification non conforme transforme l'assuré en endetté à vie. Les assureurs sont des entreprises, pas des mécènes. Ou Doden Maniscan 8846. Si un assureur devait vraiment te couvrir, il ferait faillite. Leur boulot, c'est d'encaisser et ne jamais avoir à raquer. Et enfin, le Sablier 2088. S'il y a une suspicion, l'assureur fera tout pour te faire payer. C'est tout. En gros, pour beaucoup, l'assurance, c'est pas une protection, c'est un guet-apens. Alors, simple délire paranoïaque issu des forums auto ou vérité qui dérange? En tout cas, certains pros vont dans ce sens. Mais l'assureur, bien entendu, va essayer de ne pas régler ces millions d'euros qui sont liés, par exemple, à du corporel. Il faut savoir que les assurances, c'est leur dada, hein. Là-dessus, ils sont intransigeants parce que comme ils cherchent tous les moyens justement pour ne pas couvrir, là bien évidemment quand il y a un accident important qui entraîne des morts sur la route, bien évidemment il y a toujours une expertise pour savoir si la voiture a été bidouillée ou pas. Cela dit, mon vécu personnel est moins noir. J'ai 51 ans, 33 ans de permis sur 55 voitures. Oui, je sais, c'est beaucoup, je les ai comptées. Et j'ai vécu 3 gros sinistres. Vous allez voir, ce sont 3 histoires très parlantes. À 19 ans, avec ma toute première voiture, une Audi coupé GT, une roue s'arrache sur l'A6, traverse le terre-plein central et va s'encastrer dans une Renault Espace remplie d'une famille. AXA paye et pas un mot sur mes élargisseurs de voie non conformes. Ensuite, il y a 15 ans, alors que je dormais dans le siège passager, ma Porsche 993 RS sort sur un aquaplaning et s'encastre dans le rail. Gendarme, expertise et 54 000 € payés par l'assureur pour reconstruire la Porsche. Et là non plus, pas un mot sur les Michelin Sport Cup qui sont des slicks retaillés qui résistent très mal à l'aquaplaning, non plus la suspension Cup rabaissée et raffermie, non plus les sièges baquets en tissu ignifugé ou même l'arsocage qui franchement sur la voie publique peut faire mauvais genre. Enfin, il y a 10 ans, ma Mustang de 66, full resto mode, volée. Mon expertise de valeur à 60 000 € détaillait la transformation swap avec un big block, boîte 5 Tremec, gros frein, suspension hélicoïdale moderne, et j'en passe. Alors cette fois, AXA a tenté de ne pas payer, mais ils sont pas allés sur le terrain des modifications techniques. Leur angle d'attaque, c'était de refuser l'expertise de valeur sous prétexte que l'expert n'avait pas le bon agrément. Alors, fallait-il aller en justice contre AXA ? Beaucoup disent que c'est perdu d'avance, comme Jinkos 2323. Sérieusement, vous croyez pouvoir gagner contre une assurance ? Ou Mika Dufray 89 000 ? Leur but, c'est de t'épuiser financièrement. Ils peuvent aller au procès autant qu'ils veulent. Il ne faut pas oublier que les assureurs ont une force de frappe que la plupart des utilisateurs automobiles n'ont pas, c'est-à-dire des moyens de faire durer les procédures, des moyens de payer des avocats, ce que n'a pas tout le monde. Ouais, vu comme ça donne pas envie. Ce qui ne veut pas dire, j'imagine, qu'un assureur va systématiquement gagner devant un juge. Pas du tout, c'est pas ce que je dis, effectivement. Je l'ai fait. 3 ans de procédure et j'ai gagné. 60 000 € réglés intégralement. Et AXA n'est pas le pire adversaire, parce qu'il y a l'État français. Il y a 20 ans, quand j'ai lancé une plateforme de location type Airbnb, c'était 8 ans avant que Airbnb n'existait, j'ai identifié une zone grise dans les textes qui me permettait de contester un gros montant de TVA. Vu l'enjeu, j'ai pris 2 avocats, donc payé 2 fois plus cher, et au bout de 50 procédures, le fisc a lâché. Résultat, le statut de non-assujetti m'a été accordé et près d'1 million d'euros de TVA ont été économisés en cumul sur les années suivantes. En France, malgré ce qu'on peut croire, on est dans un pays de droit et face à des géants, parfois, David gagne. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, quand on roule avec une voiture modifiée, mieux vaut tout faire pour éviter les tribunaux. Et pour ça, la clé, c'est d'être bien assuré. Comme nous le rappelle CED 3098, il est de la responsabilité du conducteur de déclarer la vérité. Utiliser une carte grise non conforme sur la puissance fiscale, ça rend le contrat caduc. Il faut vraiment le prévenir son assurance. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Parce que si cette prévenance n'est pas effectuée, il y a de très 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 fortes chances en cas d'accident, soit exclu de la garantie. Ça c'est quand même extrêmement dangereux et grave. S'il y a des personnes blessées. C'est que si on veut vraiment rouler sereinement, dans l'état actuel de la jurisprudence, il faut absolument faire une obligation
Mais si vous déclarez vos modifications substantielles à votre assureur, il va forcément refuser, non? Eh bien souvent oui, mais pas toujours. Car en matière de voitures modifiées, il existe une zone grise. Certains assureurs spécialisés acceptent volontairement de couvrir des voitures substantiellement modifiées et qui sont donc pas homologuées, faute de RTI. Et si ça vous paraît incroyable, c'est normal. Il y a une différence entre le fait d'assurer un véhicule et l'autorisation de circuler. C'est deux notions différentes. On a souvent sur les vieilles Alpha, les vieilles Porsche, des voitures qui sont modifiées, qui ont des puissances accrues, qui sont préparées pour rouler sur plus ou moins la piste et qui roulent malgré tout sur la route et qui ne devraient pas strictement rouler puisqu'en réalité elles sont plus conformes à l'origine, bien que généralement la suspension, le freinage est amélioré, etc. Ce qui en fait un véhicule finalement pas plus dangereux. Mais il y a certains assureurs qui se sont spécialisés là-dedans et qui assurent malgré tout en connaissance de cause des voitures qui ne sont pas d'origine, qui ont été modifiées avec des puissances modifiées. Vous voyez, sur les Alpha par exemple, bien souvent on prenait des Alpha Giulia 1300 et on en fait des modèles GTA qui font plus de 200 chevaux. Et l'assureur, dans ce type de cas, demande une expertise du véhicule et assure le véhicule en conséquence avec des conditions d'utilisation et des contrats bien spécifiques. Mais attention, ces assureurs spécialisés n'acceptent pas tous les véhicules. Sport et loisirs motorisés, bien entendu, on est capable de couvrir des véhicules qui sont modifiés. Il y a certaines modifications sur des véhicules qui sont acceptées et d'autres non. Voilà. On accepte les véhicules transformés, on accepte beaucoup de choses. Ça peut être des transformations mécaniques, des optimisations. Oui, est-ce que ça couvre les améliorations techniques, les optimisations? Je pense à par exemple un boîtier électronique, des arbres à cam, un échappement, voire une cylindrée qui peut être majorée au niveau de l'alésage et de la course. Oui, bien sûr. Ce qui est important chez nous, c'est surtout l'usage. Il ne faut pas que ce soit un véhicule de tous les jours. Un véhicule de collection, on n'utilise pas tous les jours pour aller travailler. Ça reste un véhicule de loisir. Si on est dans les véhicules de loisir, qu'on n'a pas une utilisation quotidienne et que ce n'est pas le véhicule principal, que le véhicule a plus de 20 ans, on rentre dans les critères des véhicules collection. Alors concrètement, comment on fait pour faire assurer une voiture assez ancienne, réservée à un usage de loisir et qui est modifiée de manière responsable et cohérente? Alors la chose la plus simple à faire, c'est de faire expertiser son véhicule, en déclarant bien entendu les modifications à l'expert automobile en question. D'une part, voilà, on a une appétence pour ce marché-là, et d'autre part, on a un vrai savoir-faire. Voilà. On connaît les techniques et les solutions pour accompagner les personnes propriétaires de ce type de véhicule-là. Résultat, plus du tout de risque civil au niveau du contrat d'assurance, même avec une voiture substantiellement modifiée, et même en cas d'accident corporel grave. Si l'assureur accepte de vous assurer la garantie après qu'il y a la déclaration qui a été faite, à partir de là, vous êtes couvert par une assurance. Toute la question, c'est d'arriver à trouver un assureur qui puisse accepter ce genre de modification sur le véhicule. À partir du moment où tout a été déclaré en bonne et due forme, et notamment par le biais du rapport d'expertise, voilà, il n'y a pas de modification cachée. À partir de ce moment-là, l'assureur a accepté le risque, et donc il n'y a plus aucun aléa sur le remboursement d'un éventuel sinistre. Mais attention, parce que être assuré ne veut pas dire être autorisé. CED 3098 l'a rappelé, assurer est une chose, mais cela ne rend pas le véhicule légal. La carte grise reste invalidée par les transformations. La carte grise, elle n'est plus conforme. En fait, il y a un article dans le code de la route, qui est l'article R322-8, qui prévoit que les modifications techniques non déclarées, de l'augmentation de la puissance, changement moteur ou d'autres éléments, rend le certificat d'immatriculation caduc. Ça expose à une amende de 135 € qui peut aller jusqu'à 750 € et à une immobilisation du véhicule, aura une obligation de passer de la restriction à titre isolé. En clair, même avec une assurance spécialisée en bonne et due forme, il reste un risque pénal. Là, je ne peux pas y répondre. Là, pour le coup... Ok, donc vous, en tant qu'assureur... Ce n'est plus mon rôle. On traque sa passion. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un véhicule, par rapport à cette dénomination, et après, nous assurons le véhicule en valeur. Et non pas par rapport à ses spécificités techniques. Alors soyons clairs, ce risque a peu de chances de se manifester lors d'un simple contrôle routier par les forces de l'ordre. On voit difficilement les policiers vérifier le moteur du véhicule quand on vous arrête. Mais en cas d'accident grave, c'est une autre histoire.
Parce qu'un tribunal pourrait estimer que vous avez pris un risque inconsidéré à rouler avec une voiture substantiellement modifiée. Et dans des cas extrêmes, si la modification est directement liée au sinistre, l'affaire peut basculer en mise en danger de la vie d'autrui, voire en homicide involontaire. Un exemple tragique illustre bien ce danger, c'est la catastrophe de Strépy-Bracquegny en Belgique. Mars 2022, au petit matin, un groupe de piétons est rassemblé en centre-ville. Sortant de boîte de nuit, un chauffard déboule à fond dans sa berline BMW et percute la foule. Bilan, 6 morts et 39 blessés. Selon l'expertise, la voiture devait rouler à 174 km/h dans une zone urbaine limitée à 50. L'enquête a montré que le conducteur, adepte de vitesse, se filmait régulièrement sur les réseaux sociaux, y compris au moment du drame. Alors ça ne m'étonnerait pas que cette moderne BMW 530e ait pu recevoir une reprogrammation moteur lui permettant d'atteindre une telle vitesse en aussi peu de temps. Clairement, ce conducteur représente le prototype du cauchemar absolu, celui que les assureurs cherchent à exclure à tout prix. Alors moralité, si vous êtes une tête brûlée, roulez d'origine. Mieux, prenez une voiturette sans permis. Ça sera plus sûr pour tout le monde. Alors maintenant, à l'inverse, imaginez que vous êtes un conducteur mature et responsable et que simplement votre voiture ne rentre pas dans les critères des assureurs spécialisés. Que pouvez-vous faire ? Pour quelqu'un qui aurait une voiture moderne de 5 ans d'âge et qui lui sert tous les jours, là par contre, on ne peut pas faire de modification technique, c'est ça ? Non, clairement non. Si l'assuré envoie une expertise de valeur au préalable à son assureur, dans laquelle il est listé les modifications techniques, et que l'assureur, parce que c'est reçu par son secrétariat, classe l'expertise sans la lire, est-ce qu'on peut parler d'acceptation tacite de la part de l'assureur ? A priori, là, en l'espèce, tous les documents ont été envoyés qui montrent qu'il y a une modification du véhicule. Il a une responsabilité en tant qu'assureur. La déclaration, elle doit être considérée comme étant faite à ce moment-là. Après, derrière, si l'assureur ne fait pas son boulot, c'est pas l'assuré qui pourrait en être tenu responsable. Mais attention, cette astuce n'est pas la panacée, loin de là. L'approche reste fragile et juridiquement risquée. C'est assez dangereux parce qu'après, il faudrait dire qu'il n'a pas pu l'ouvrir, éventuellement que sur le moment, ça ne lui a pas semblé très important et pourtant ça l'était. Ce cas illustre bien une réalité fondamentale, c'est qu'en droit, il est souvent possible d'argumenter dans un sens comme dans le sens inverse. Bienvenue dans le royaume de l'interprétation. Et maintenant, on va évoquer le cas le plus courant et le plus risqué, le cas de l'automobiliste qui ne déclare pas du tout ses modifications substantielles à son assureur. Soyons clairs, c'est hélas la majorité des cas. On sait très bien qu'on a une grosse part du parc automobile qui est représenté par des véhicules qui sont modifiés, ne serait-ce que par une reprogrammation moteur, voilà. Et là, c'est net. Dans presque tous les contrats, c'est écrit noir sur blanc que l'assuré doit déclarer avec exactitude sa situation et toute modification. Sinon, les garanties sautent. C'est ce qu'on appelle une clause de transparence. Et ne pas la respecter donne à l'assureur un motif en or pour invoquer la nullité contractuelle. En cas de fausse déclaration volontaire, l'assureur peut invoquer la nullité du contrat. En clair, l'idée, c'est si vous ne nous dites pas tout, alors on peut remettre en cause votre couverture. Sur le contrat d'assurance, il est marqué la plupart du temps que justement, si une modification sur la voiture, il faut absolument les apporter à la connaissance de l'assureur. Si elles n'ont pas été apportées à la connaissance de l'assureur, ça vaut un défaut de garantie. Il y a une obligation de le déclarer dès qu'on fait ce genre de modification à l'assurance. Et en fait, le problème, c'est que l'assurance derrière, vu que c'est considéré de base comme une modification substantielle, l'assureur fait un peu ce qu'il veut. Il faut savoir que si on n'a pas fait cette déclaration, on peut très très bien avoir une exclusion de garantie. C'est leur filet de sécurité juridique, leur bouclier en béton. Mais, même ce bouclier n'est pas impénétrable. Est-ce qu'à contrario, l'assureur ne pourrait pas argumenter que de toute façon, puisque la voiture n'est pas conforme à sa carte grise, elle n'avait rien à faire tout bonnement sur la voie publique ? Alors, c'est pas comme ça que c'est pris la plupart du temps. Ce qui est pris, c'est la conséquence justement des modifications. Il y a quand même un élément qui est très important, et notamment sur le plan responsabilité civile, j'insiste, et pas
assurance dommage, c'est-à-dire les garanties tout risque, c'est très facile de s'en défaire quand on est assureur. Voilà, pour un simple motif, en effet, la nullité, on peut l'appliquer très facilement. En responsabilité civile, c'est un peu différent. C'est quasi impossible que l'assureur puisse se dédouaner de sa responsabilité civile dans un premier temps. Qu'il exerce un recours ensuite, c'est là-dessus que pèsera l'aléa. Voilà. Le truc, c'est que se retourner contre son assuré pour récupérer des sommes versées, parfois colossales, au titre de la responsabilité civile, c'est facile à dire. Mais, devant un tribunal, l'assureur peut se heurter à un obstacle redouté, le lien de causalité. L'assureur doit, pour exclure sa garantie, prouver que la modification non déclarée a une incidence directe sur le sinistre. S'il n'y a aucun lien de causalité entre la modification technique et l'accident, certains tribunaux peuvent contraindre l'assureur à indemniser. Si la modification n'a aucun lien direct avec le sinistre, alors leur clause de nullité, qui est pourtant implacable sur le papier, devient beaucoup plus fragile devant un juge. Il faut en fait, dans le cas d'une déchéance de garantie, que l'assureur puisse prouver que les conditions dans lesquelles sont survenus le sinistre étaient des conditions en lien direct avec cette modification, c'est-à-dire à une vitesse par exemple que le véhicule n'aurait pas pu atteindre dans un cadre d'origine. La problématique, notamment en cas de sinistre grave, ça va être de savoir si les modifications ont participé ou non à l'aggravation du sinistre. Et l'assureur, éventuellement, peut venir dire écoutez, votre victime n'est pas conforme. Si la puissance a participé à l'accidentologie, l'assureur, il faut qu'il y ait une participation quand même. Il faut qu'il y ait une aggravation due à la transformation du véhicule. C'est-à-dire, si on a grillé un feu rouge ou qu'on était en train de répondre à un SMS, on peut penser qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la modification technique et le sinistre. Oui, et là, auquel cas, on ne pourra pas dire grand-chose. Il faudrait que l'assureur puisse démontrer qu'il y a un lien de causalité entre la modification et le sinistre. Ça m'est arrivé personnellement d'avoir un problème avec une moto qui était débridée, d'avoir vu ce type de litige arriver et déboucher sur une issue favorable à l'utilisateur qui avait une moto débridée. En fait, en réalité, l'accident est survenu à une vitesse tout à fait légale que le véhicule aurait pu obtenir si bien sur son accélération que sa vitesse de pointe dans un cadre strictement d'origine. Donc il n'y avait pas de lien causal en fait entre le débridage et l'accident qui est survenu. Sincèrement, je n'ai jamais vu, à l'heure, ça fait quand même quelques paires d'années que je fais ce métier, et j'ai jamais vu de recours envers les assurés pour, par exemple, une modification aussi simple qu'un échappement. Mais attention, parce que les exemples de liens de causalité qu'on cite souvent sont parfois un peu caricaturaux. En gros, je m'explique, la voiture, elle a été trop vite, elle tenait plus assez la route, parce qu'elle a été reprogrammée ou parce qu'elle a été swappée, parce qu'elle a un gros moteur. Si elle est arrivée jusqu'à 240 km/h, c'est qu'il y a eu une modification qui a eu la conséquence justement de booster le moteur. En réalité, ça peut arriver de façon beaucoup plus subtile et parfois terrifiante. L'année dernière, j'ai moi-même vécu un incident qui aurait pu tourner au drame. Je roulais avec mes deux filles dans ma BM E21, qui a un freinage amélioré grâce à un kit gros frein. Soudain, à l'avant, il y a un gros étrier qui se détache, il se bloque dans la roue, il transperce l'intérieur de la roue en bloquant la roue et en faisant que le pneu se dégonfle de façon explosive. Ça a fait un énorme boom avec la voiture qui a tiré violemment à droite en train de traîner ce pneu dégonflé et bloqué sur la chaussée. Alors par chance, ça s'est produit à moins de 30 à l'heure dans une petite ruelle résidentielle. Mais imaginez la même scène, lancée à vive allure sur une départementale bordée de platanes, dans une voiture qui a toute l'intégrité structurelle en cas d'accident d'un paquet de chips. Alors une expertise aurait immédiatement révélé que les freins n'étaient pas d'origine. Alors mon avocat, à supposer que je sois encore en vie, aurait plaidé que n'importe quel étrier, y compris un étrier d'origine, aurait pu se détacher de la même façon. Comment les tribunaux auraient tranché ? Seul Dieu le sait. Et cet épisode rappelle de manière troublante un cas tragique où une modification sur les freins a occasionné un accident mortel. Je vais vous en parler dans un instant. Quoi qu'il en soit, au-delà des textes, des jurisprudences et des beaux raisonnements d'experts, il y a un facteur qu'on oublie trop souvent d'évoquer, c'est l'aléa juridique. Un commentateur, juriste du métier, l'a parfaitement résumé. C'est Rex, CL2LO. En tant que juriste, je peux t'affirmer qu'en théorie tu as raison, mais en cas d'accident corporel, ça se règle au tribunal. Et là, tu ne peux jamais savoir comment ça va finir. Parce que les juges ne respectent pas forcément la loi, si,
C'est aléatoire à un point que tu n'imagines pas et une bonne partie des juges et autophobes, j'ai travaillé avec eux et le risque est grand. La jurisprudence peut faire diverger en fonction des tribunaux. En fait, comme vous l'avez dit, il y a certains juges qui peuvent avoir une lecture stricte de la loi et écartent l'assurance pour toute modification déclarée, même sans lien de causalité avec le sinistre. Il y a d'autres qui ont certains plus de souplesse, il y a une bonne foi de l'assuré, ou une absence de lien de causalité entre la modification et le sinistre. D'accord ? En clair, même avec un dossier solide, vous pouvez tomber sur un juge qui diabolise les voitures modifiées et là, tout peut s'écrouler. Il suffit de tomber sur une personne, un magistrat en effet, qui a peu d'appétence pour l'automobile. Ça pourrait aller à contresens de l'assuré, en tout cas de la personne qui est propriétaire du véhicule. C'est quand même très mal vu par les magistrats de faire des modifications sur sa voiture. Et bien évidemment, à partir du moment où on fait une modification des chevaux de la voiture, c'est qu'on va aller plus vite. Donc ça démarre très mal. Il y a une question d'agrément de moteur, de couple, de reprise. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas, à mon avis, l'énorme majorité des cas. Vous m'avez l'air de quelqu'un de responsable, de réfléchi, et voilà. Je suis pas persuadé que ce soit vraiment la norme. Passer devant un tribunal, c'est un peu comme lancer des dés sur votre avenir financier et pénal. On voit qu'au niveau des magistrats, de la jurisprudence, ils sont de plus en plus sévères dans les peines, dans les sanctions ou autres. Et puis là, sur les questions d'appréciation de tout ce qui est modification substantielle ou autre, donc derrière ça, c'est pas particulièrement clément pour les automobilistes, hein, bien entendu. Alors devant tant d'aléas, certains pourraient se dire « Bah allez, je vais revendre la voiture et comme ça je m'en lave les mains ». Erreur, parce qu'on peut pas juste refiler le mistigris comme ça sans précaution. Élément perturbateur dans les commentaires l'a bien résumé. La vérité, c'est que ça reste un véhicule non conforme. Tu le vends, tu engages ta responsabilité. Et on y vient à cette histoire glaçante. Une 205 profondément modifiée, carrosserie, moteur, suspension, train roulant, freinage. Premier propriétaire, 7 ans de circulation sans incident. Deuxième propriétaire, quelques mois tranquille. Puis arrive le troisième acheteur. Et dès le jour de son acquisition, c'est le drame. En ligne droite, vitesse normale, il freine. La voiture se déporte brutalement vers la gauche et percute un véhicule venant en face. Le conducteur de la 205 meurt sur le coup et l'expertise conclut, la défaillance de freinage vient directement des modifications. Moralité, si vous vendez une voiture modifiée, prenez des précautions. Alors, il faut marquer noir sur blanc que la voiture n'est pas homologuée, mais à la limite, ça c'est pas des comptes. Éventuellement, même les conséquences juridiques que ça peut avoir pour que l'ensemble des informations soient acquises. Alors certains d'entre vous doivent se demander, mais enfin, pourquoi s'exposer à tous ces risques alors qu'il suffirait de passer une réception à titre isolé, la fameuse RTI, pour officialiser les modifications? Un commentaire sous ma dernière vidéo a résumé le problème. YouTube Handles Are a Joke a dit « Le système de réception à titre isolé a été bloqué dans les années 90. Une directive interne a rendu le réceptionnaire pénalement responsable des modifications qu'il homologue. Résultat, personne ne veut endosser des travaux effectués par autrui. Exemple concret, mon ami tente une RTI, passe tous les tests, chacun payant, avec succès, y compris une dérogation pour les tests destructifs, rapport final positif, réponse de l'Adréal, négatif, sans explication. Il arrive à avoir un rendez-vous avec un responsable pour savoir pourquoi, après avoir dépensé des milliers d'euros en tests, tous positifs, son dossier a été refusé. Réponse, parce que. C'est ça qu'on lui a dit. Alors voilà pourquoi, en pratique, une RTI sur une voiture modifiée n'est envisageable que si vous avez un ami haut placé à l'Adréal. Bon, tout ça étant dit, comment décider? Parce que je ne vais pas vous donner de recette magique, mais je peux vous donner quelques pistes de réflexion pour décider vous-même en connaissance de cause. Alors, premier cas de figure, vous avez une forte aversion au risque. Dans ce cas-là, pas d'hésitation, vous prenez un modèle strictement d'origine. Choisissez-le parmi les plus récents, avec les dernières avancées de sécurité active et passive, et surtout qu'il ait 5 étoiles au crash test Euro NCAP. Et n'oubliez pas, vous avez besoin d'un régulateur de vitesse, histoire de ne jamais vous trouver en infraction. Alors le deuxième cas de figure, c'est si vous avez une relative appétence au risque. Et là, si vous cherchez une puissance donnée ou des performances particulières, le plus simple, c'est de trouver quelque chose d'origine qui correspond, comme l'a bien résumé, cas d'amaison,
il est bien plus pertinent de se procurer la voiture dans la configuration désirée en origine. Il y a forcément quelque chose qui correspond à celle-ci en prestation. Mais si vous avez un vrai penchant pour l'optimisation, pour la personnalisation, ou vous rêvez d'une expérience de conduite qu'on ne trouve pas dans les catalogues des constructeurs, comme par exemple une ancienne familiale très compacte, légère et agile, mais avec des performances modernes, alors là, vous avez plusieurs critères que vous allez peser en conscience. D'abord, votre profil. Si vous êtes un profil à risque, mieux vaut, là encore, rester sur de l'origine. Je pense aux jeunes qui ont ce sentiment d'invulnérabilité qui les caractérise. Je pense à ceux qui bidouillent dans leur grange sans réelle expertise, parce que rappelons qu'une voiture, c'est quand même un projectile de plus d'1 tonne. Je pense aux gros rouleurs aussi, ou simplement ceux qui utilisent leur voiture pour leur trajet du quotidien. En revanche, si vous avez la sagesse de la maturité, si vous roulez peu dans un cadre strictement de loisirs, avec une voiture assez ancienne pour être assurable avec ses modifications, et surtout une préparation mécanique qui est professionnelle et homogène, bah là, le risque n'est plus du tout le même. Alors sur les voitures effectivement de collection, c'est en tout cas personnellement un cas que je vois de manière assez récurrente où ces vieilles portes ou ces vieilles Alpha ont été modifiées parce que c'était un peu les us et coutumes de l'époque. Donc effectivement c'est quelque chose de plus courant et de plus commun pour eux. J'incite toutes les personnes propriétaires de véhicules modifiés à nous solliciter en bonne et due forme, et comme je le disais, alors pour des véhicules un peu plus anciens, avec un rapport d'expertise, c'est le top, voilà. Et à nous derrière d'accompagner le client voilà, dans sa démarche de prise d'assurance. Dans tous les cas, mieux vaut rester discret pour ne pas inutilement attirer l'attention des forces de l'ordre. Comme nous le rappelle CED 3098 qui a signalé un cas marquant 2023, région de Mulhouse, un quadragénaire se balade au volant de sa Mitsubishi Lancer, les gendarmes l'arrêtent, alertés par le bruit de son échappement. Saisie, expertise, verdict, la voiture, passée de 280 à 570 chevaux, était largement transformée. Comme a déclaré la présidente du tribunal, Tiffany Gamin, elle n'était plus conforme à sa catégorie et ne pouvait plus être utilisée de façon sécuritaire sur la voie publique. Vous voilà prévenu. Et pourtant, regardez la tentation que je viens de croiser sur le Bon Coin, une Artge H27. À l'origine, c'est une BMW E30 325i, mais passée entre les mains du sorcier Artge. Alors contrairement à Alpina, qui est reconnu comme constructeur à part entière, Artge c'est un simple préparateur. Résultat, sur la carte grise, c'est toujours une banale 325i, alors qu'en vrai, elle cache un 2,7 litres, haute compression, des suspensions optimisées, train roulant, frein, tout est totalement revu. En Allemagne, elle est homologuée, mais pas en France. Un jouet superbe, mais à manier en connaissance de cause. Avis aux amateurs. Je m'appelle Alex Wagner et si ce décryptage vous a éclairé, alors pensez à vous abonner pour ne pas rater les suivants. Et maintenant, je vous propose de continuer avec cette vidéo. Faut-il se risquer à prendre une voiture fortement kilométrée? Croyez-moi, cette vidéo risque de changer votre façon d'acheter une voiture. Et en plus, elle frôle les 500 000 vues, donc votre clic à vous, ce sera peut-être celui qui la fera passer les demi-millions.